ImoStory, en partenariat avec JD2M, votre expert en fiscalité dédié à la location meublée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode numéro 3 de ImoStory, le seul podcast dédié au parcours de vie de personnes qui travaillent dans la sphère immobilière. Et cette émission, eh bien, elle est sponsorisée aujourd'hui par JD2M, expert en fiscalité dédié à la location meublée. L'objectif, économiser sur vos impôts locatifs grâce au régime réel. JD2M vous accompagne dans votre déclaration de revenus LMNP. Alors aujourd'hui, direction la rénovation. On embarque avec Sylvain, pro de la réno, entre murs à abattre. Galère à raconter et fierté à partager. Prêt? C'est parti. Salut Sylvain. Salut Nico. Comment vas-tu? Ça va bien. C'est quoi cet accent? Tu viens d'où là? Je viens d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. J'ai cru que tu venais de Paris 8e. Bah écoute, non. Non, Agen. On aurait cru pourtant. Bah, merci d'être monté de si loin pour cette rencontre. Merci à toi, c'est un plaisir. Sylvain, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout de suite, on va parler de rénovation. C'est quoi ton premier souvenir de réno? Mon premier souvenir réno, alors c'est plutôt... En fait, mon père a rénové lui-même sa maison. Donc moi, j'ai le souvenir, tu vois, à 8 ans, de tenir ma petite boîte de clous et bêtement de donner les clous à mon père pour bricoler. Tu vois, c'est mes premiers vraiment souvenirs de bons souvenirs de rénovation. Et c'est peut-être même ce qui m'a donné envie, tu vois, de pousser dans ce métier-là. Parce que tu as un parcours assez atypique. T'es pas arrivé, ça fait quand même quasiment une petite quinzaine d'années que tu travailles dans le bâtiment de la réno. Ouais. Tu as eu différentes étapes. Hier soir, on dînait ensemble, tu m'exprimais un petit peu tout ça. Tu peux nous dire un petit peu, en une petite trentaine de secondes, ton petit parcours, tes 3 premières étapes? Je suis passé de la technique à l'ingénierie du bâtiment, on va dire ça comme ça. Ouais. Moi, j'ai commencé dans l'ameublement, j'ai fait un CAP d'ébénisterie. D'accord. Un échec scolaire collège. Donc comme quoi, tu peux être en échec et puis réussir par la suite. Ouais, il faut juste trouver sa voie. Bien sûr. Il faut juste trouver sa voie. Et de fil en aiguille, j'ai évolué dans les métiers du bâtiment, dans la menuiserie, dans la conduite de travaux, et ensuite jusqu'à monter mon propre cabinet de maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, tu es quoi? Tu es maître d'œuvre? Je suis maître d'œuvre spécialisé dans la rénovation et la transformation d'espace. Eh bien... Ça, c'est un très beau métier. En tout cas, il y a plein de choses à dire parce que c'est pas un métier vraiment connu et pourtant, c'est un métier très important. C'est pas un métier forcément connu. On nous confond souvent avec des architectes. Il y a pas mal d'anecdotes, il y a pas mal de on-dit. Donc, ouais, c'est important de clarifier un petit peu les choses. Et alors, quand est-ce que tu t'es dit, ce métier, j'adore, quand est-ce que tu t'es dit, tu as su que tu allais adorer transformer ces espaces? Encore une fois, là, c'est plus une anecdote personnelle. Premier investissement, j'avais 23 ans. 23 ans. Je me retrouve à vouloir acheter un vieil entrepôt en plein centre-ville. Et dedans, je veux faire un loft. Création d'un patio, la petite piscine, les aménagements intérieurs et autres. Donc moi, j'amène tous mes potes. On signe un compromis. Et là, je leur explique, là, je vais faire ci, là, je vais faire ça. Et en fait, je me suis aperçu qu'il n'y avait que moi qui avait le projet en tête. Et tout le monde me regardait, mais il est complètement fou. Personne ne voyait le projet, tu vois. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait ce type de projet-là, ma première nuit, je passe ma nuit dans le lit à penser, à imaginer le projet. Et donc, c'est vraiment sur ce projet-là où j'ai su que c'est vraiment la ce qui me plaisait. du choix. Et effectivement, que j'avais une qualité pour ça, de pouvoir me projeter sur un rendu final. Alors, on va rentrer dans le concret. La première grosse rénovation, est-ce que tu te souviens de ton premier chantier? C'était plutôt fierté, cauchemar, c'était quoi? Alors, c'était cauchemar. Cauchemar. Mais fierté, du coup, à la fin de l'avoir. Alors, cauchemar, parce qu'il s'est passé quoi? Non, à l'époque, j'étais salarié, donc je faisais de la conduite de chantier, mais pour une entreprise, et un chantier qui était à 2 heures de là où on était, sur le bassin d'Arcachon. Et à l'époque, l'entreprise avait recours à des travailleurs détachés. D'accord. Il faut savoir qu'en Union européenne, tu peux aller prendre, en l'occurrence là, c'était des Roumains. Donc c'est une sorte d'agence intérim finalement en Roumanie. Donc la personne est salariée en Roumanie et en fait tu la détaches pour un temps donné en France, un peu comme une agence donc d'intérim internationale. Et donc là on s'est retrouvé avec nous, je crois, une vingtaine de Roumains sur un chantier qui ne parlait pas français. Ouais. Un matin, on nous appelle. Il faut savoir qu'à l'époque j'avais 23 ans. La police qui nous appelle, ils ont débarqué à 9 h du matin, ils ont encerclé tout le chantier.
contrôle de papier. En fait, on a dû avoir des voisins qui ont eu peur et autres. Sauf que quand tu es roumain en France, tu parles pas français, ces idiots à l'époque, ça a été quoi leur réflexe? Ils sont tous partis en courant. D'accord. Alors finalement, tout le monde était en règle, il n'y avait aucun problème. Donc je me suis retrouvé à devoir prendre ma voiture, partir avec tous les papiers au commissariat sur le bassin d'Arcachon, et où ils avaient pris un traducteur, et on a passé la journée, un par un, à éplucher les documents pour montrer que tout était en règle, quoi, tout simplement. Et finalement, c'est juste parce que les voisins ont vu des travailleurs qui ne parlaient pas français, donc ils ont appelé la police. Ah ouais. Et ça, tu dirais que c'est quoi? C'est la galère la plus mémorable sur un chantier ou t'en as eu d'autres? Parce que ça, elle est pas mal cette année de cas. Ouais, ça a été une galère. Pourquoi? Parce qu'en fait, suite à ça, c'était un bailleur social, le client. Ouais. Politiquement, il voulait plus qu'il y ait de travailleurs qui ne parlent pas français sur le chantier. D'accord. Donc il a fallu maintenir un planning, trouver d'autres ouvriers. Donc elle a été là la galère. Ah d'accord. Ah ouais. Et ça, c'est le paradoxe français. On fait venir des étrangers qui font le travail qu'on ne veut pas faire. Hein. Donc, on va peut-être pas aller là-dedans, pas aujourd'hui. Donc en gros, t'as un espèce de MacGyver. Moi, je vois limite, tu vois, t'avais ta petite chevelure MacGyver. Je l'ai coupé. À gérer un petit peu tous ces sujets de chantier. Effectivement, on est amené à rencontrer beaucoup de personnes dans un cadre effectivement économico, politico, et puis surtout à amener à terminer un chantier qu'on nous demande de faire. Si aujourd'hui tu devais définir un petit peu, décrire ton style en 3 mots de rénovateur, qu'est-ce que tu dirais? Purge totale. Purge totale, d'accord. Je prends une base, on rase tout à l'intérieur, d'accord, et on repart à zéro. On repart à zéro. Okay. Ça c'est vraiment ce que... C'est quoi l'intérêt de repartir à zéro pour toi? Déjà, c'est de coller aux normes énergétiques actuelles. D'accord. C'est d'avoir moins de contraintes liées à une cloison existante, à des éléments comme ça. Et troisième point, on maîtrise le budget. Et oui. Si on part d'une coque qui est vide, tout est prévu. Si on part en disant tiens, on va laisser cette cloison, et puis en fait on s'aperçoit que cette cloison n'est pas viable, et à la fin, c'est ce qui fait qu'il y a des débordements. Donc si je résume, l'intérêt c'est de repartir, de maîtriser les nouvelles normes. Exactement. Et de maîtriser ton budget. Exactement. Et donc au final, de satisfaire ton client. C'est un peu ça l'objectif, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Et tu es plutôt fan de récup, plutôt dans la high-tech. Comment est-ce que tu travailles avec tes équipes aujourd'hui? La récup est intéressante sur de la finition. Aujourd'hui, avec les normes environnementales énergétiques, c'est compliqué d'être avec de la récup. Ouais. Mais par contre, effectivement, de plus en plus, sur de la finition, typiquement plan de travail ou parement, on va faire de la récup, on va aller chiner des planches de bois, des choses comme ça. Ah ouais. Mais c'est vrai que sur la partie vraiment construction, matériaux, c'est compliqué. Ouais, c'est plus compliqué la récup. Et l'high-tech, ouais, la domotique, on y est, on peut plus dire qu'on y va, on y est en plein dedans maintenant. Domotique la domotique, pour faire simple, tu peux piloter avec ton smartphone, tes volets, ton chauffage, ta lumière, un petit peu tout dans la maison. Ça c'est top ça. Ouais. Ouais, j'ai vu ça dans un appart la dernière fois, ça permet de tout centraliser, tout en restant dans son lit, dans la cuisine, on maîtrise tout, c'est vachement bien. T'as un outil préféré, toi, dans ton quotidien, quand tu t'es amené sur les terrains à réfléchir sur tes projets? C'est quoi ton outil préféré? En dehors de ton téléphone, hein. C'est le mètre. C'est le mètre? Ouais. T'es plutôt laser, plutôt mètre physique? Moi, c'est plus... Alors, le laser, on peut pas y échapper, mais c'est vrai que moi, c'est le mètre à ruban. Moi, j'ai toujours le mètre à ruban, on est toujours à vérifier des cotes, est-ce que ça passe. Tu sais, moi, ce qui m'énerve sur les mètres à ruban, il fait combien le tien? Parce que le mien, il fait 1m80. Et à chaque fois que je veux mesurer mon tapis, tu sais, j'arrive à 1m80. Et mon tapis, c'est pas la taille qui compte. Donc, j'arrive à en prendre à 2 fois. Ouais, tu dis à ton fils, tu peux me tenir pendant que... Tu fais quoi, toi? Alors, moi, j'ai un mètre qui fait 5 mètres linéaires. 5 mètres! Et qui est renforcé. Donc, tu peux l'ouvrir, t'as pas de problème. Ah ouais, avec le petit truc, là, pour le ramener dedans, ça claque pas les doigts, ça va? Non, c'est bon. Non, jamais? Non, ça aussi, ça peut faire mal. Bon, on va parler de fun aussi, de fierté, parce que c'est quand même un métier où il se passe plein de choses, des rencontres humaines également. Le truc le plus improbable que tu as trouvé en démontant un mur? Je te dis pas que tu as vu un cadavre, quoique ça peut être le cas. Hein. Non, cadavre non. On a eu à proximité d'une chapelle, en faisant les terrassements, on a retrouvé un haut de crâne. On a retrouvé des pièces, on a retrouvé dans une ancienne cloison une carabine. Ah oui. Et après, très régulièrement, coffre-fort.
Le petit coffre-fort où à chaque fois, pendant 2 jours, on se dit allez, on va l'ouvrir et en fait, il n'y a jamais rien. Dans les greniers, tout ça, t'es amené à découvrir des choses, des papiers, des photos. Alors, non, les greniers, les seules choses qu'on a trouvées, c'est dans les planchers. D'accord. Où des gens mettaient des journaux. Alors je suppose peut-être, tu vois, que les dates avaient des significations pour eux, mais c'est souvent ça. On retrouve des journaux. D'accord. Voilà. Et tes clients, ils te demandent, quand tu leur dis j'ai retrouvé des petits éléments dans la maison, les clients te les demandent, vous avez des échanges, ils te disent un peu. Il y a une fois, il s'est passé quelque chose. La plupart du temps, mes clients viennent d'acquérir le bien, donc il n'y a pas de. Ils n'ont pas un lien avec l'objet. Avec le vendeur. Toi. Ouais, exactement. Donc, bien évidemment, pour le coffre-fort, ils nous demandent de les informer de ce qu'il y a dedans. La rénovation dont tu es le plus fier, est-ce qu'il y a vraiment un projet sur lequel tu dis, alors là, tellement fier de moi, de mes équipes? Ouais, alors très souvent, c'est pas sur c'est pas sur la finalité du projet. Là, souvent, on est fier. Toi, le dernier que j'ai en tête, c'est de voir de là où on est parti et ce qu'on en a fait. Ouais. J'ai en tête un dossier qu'on a réceptionné il y a quelques mois, qui était une vieille bâtisse en hypercentre d'Agen, tout en longueur, avec un jardin sur l'arrière. Et après 10 mois de travaux, on a fait une grosse maison familiale, où ils ont 4 enfants, avec un garage, jardin, piscine, une immense pièce ouverte sur le jardin. Donc voilà. Donc combien de temps? En 10 mois. 10 mois? Ouais, en 10 mois. Quand même. En 10 mois, et en plus la particularité, c'est que les clients nous ont annoncé, quand ils ont signé tous les devis, qu'ils partaient pendant la durée du chantier, ils partaient sur l'île de la Réunion, dès qu'ils nous laissaient piloter. Bon. Donc ça a été un stress supplémentaire. Donc, pourquoi? On te demande de gérer les choix couleurs. D'accord. On leur a envoyé en fait des palettes d'ambiance. D'accord. Ok, on veut ce style, mais en fait c'est nous qui avons tout décidé. Ah oui. Donc en fait tu as fait ta maison. Donc quand ils arrivent, si tout va bien, mais s'ils arrivent, ils te disent ben non, finalement moi j'aime pas ce sol, j'aime pas ce truc, qu'est-ce que tu fais? Eh oui, d'accord. Tu fais quoi dans ce cas-là? Tu imposes des points, un zoom, des points comme ça quand tu es sur les clients un petit peu? Ouais, on fait ce qu'on appelle nous des planches d'ambiance. Donc on leur propose des styles, donc où tu auras un type de sol, un type de revêtement mural, un type d'éclairage, vraiment des ambiances, et ils valident ça. Et à partir de cette base-là, nous on va aller sourcer le sol et les finitions. Ah ouais, d'accord. Et alors dans tes projets aujourd'hui, tu es amené à faire aussi bien des tout petits, type quoi? Ça peut être le plus petit, c'est quoi? C'est la rénovation d'appartement. Nous, on raisonne souvent en budget. On va attaquer à 60 000 € de travaux. Pour terminer sur les projets, type, je crois que tu as racheté une société pour travailler sur les châteaux, c'est ça? Exactement, tout ce qui est restauration du patrimoine. Donc là, c'est des dossiers qui dépassent le million, souvent qui sont en plusieurs tranches d'ailleurs, pour pouvoir absorber ça. Ouais. Donc voilà, c'est très... T'as justement des projets où au début le client te dit j'ai 1 million, et puis tu as dit bah écoutez, en fait votre projet c'est plutôt 3 que 1, quoi. Ça arrive souvent? Mais de toute façon, il faut savoir que le client est 60 ou 800 000, il a toujours des envies supérieures à son budget, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive? Ah, quoi qu'il arrive. Ah oui. Donc ça on le sait. Donc d'accord. C'est tout le temps. Et tu arrives à coller au budget, parce que de temps en temps, c'est impossible. Alors, moi, comme je leur dis, leur budget, pour nous, en fait, c'est notre base de travail. Ouais. Je veux faire une maison avec une piscine, 3 chambres et un garage, j'ai 500 000 €. Bon, mais ok, monsieur, avec 500 000 €, voilà ce qu'on peut vous faire. Ah ouais. Tout simplement. Et la chose la plus folle qu'on t'a demandé de faire, genre 12 garages, 2 piscines, 3 étages, c'est quoi le truc le plus fou? La chose la plus folle... C'est pas en budget. La chose la plus folle qu'on nous a demandé de faire, ça a été de refaire une maison pareille, en hypercentre, avec un restaurant en rez-de-chaussée en 4 mois. En 4 mois. Ouais. Donc là, tu dis que la plus folle, finalement, c'est par rapport au temps. Exactement. D'accord. Le budget, on le cadre, donc quoi qu'il arrive, la personne qui dit qu'elle a 500 000, elle a 500 000, elle n'a pas plus. Donc on va ajuster nos propositions par rapport au budget. Donc le gars, en gros, le 1er juin, il te dit vous avez 4 mois pour monter un resto. Ouais. Non, pour rénover une maison au-dessus d'un restaurant. Qui amène des contraintes par rapport aux évacuations d'eau, par rapport à plein de choses. Donc c'est pour ça que c'était très 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 compliqué. Ah oui, c'est un truc fou ça. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, là, tu fabriques un plancher intermédiaire pour passer les réseaux. Enfin, c'est un truc de marge. Ah ouais, d'accord. Donc toi, tu interviens sur Agen, mais j'ai l'impression que tu interviens aussi en dehors du Sud-Ouest. Hein.
On a notre cabinet qui est basé à Agen, et effectivement, on travaille dans le sud-ouest. Nous, on est à 2 heures du bassin d'Arcachon, on est à 2h30 de la côte basque, on est à 3/4 d'heure de la Dordogne. Donc, tu vois, on navigue sur toute cette zone du sud-ouest sur laquelle on peut intervenir sur des petits comme des plus gros projets. Ouais, exactement. Ouais. Très intéressant. En tout cas, c'est un super parcours de vie, Sylvain. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans ce type de métier, maître d'œuvre, travaux de bâtiments, conception de projets immobiliers, voilà, tout ce secteur-là, en essayant de mettre un espèce de terme générique qui pourrait être maître d'œuvre. Déjà, premièrement, il faut se former. Toi, tu t'es formé comment? Moi, j'ai fait un BTS conducteur travaux, et après, il faut savoir que quand tu es maître d'œuvre, tu as obligation et tu es soumis à une assurance décennale maîtrise d'œuvre. D'accord. Sauf qu'il faut savoir qu'une assurance décennale maîtrise d'œuvre, toi, tu auras une assurance, tu leur dis je veux une décennale maîtrise d'œuvre, ils ne te la donneront pas. C'est très compliqué. Moi-même, avec mes diplômes, j'ai dû justifier de 3 ans d'ancienneté dans ce métier-là, l'aide de recommandation, enfin, il y a tous les diplômes, c'est très réglementé. Donc, formez-vous. Ne faites pas l'amalgame avec les décorateurs d'intérieur, parce que c'est vrai que depuis quelques années à la télé, on voit beaucoup de choses comme ça. Et on a l'impression que le décorateur d'intérieur, en fait, c'est un maître d'œuvre. Pas du tout. Le décorateur d'intérieur, il va vous choisir le sol, il va vous choisir la peinture, et c'est tout. Le reste, techniquement, il est censé ne rien y connaître. Après, ça dépend des profils, bien sûr. Mais sur le papier, un décorateur d'intérieur, il est là pour choisir des couleurs et faire le stylisme. Voilà. Donc formez-vous, ne mélangez pas le maître d'œuvre et décorateur d'intérieur. Et ensuite, entourez-vous d'une équipe sérieuse au niveau des artisans. Moi, je travaille avec combien de personnes, toi? Maintenant, on a un panel d'entreprises qui est énorme. On est obligé de s'adapter. Moi, je dis toujours, il y a pas, je prends le cas du maçon, il n'y a pas un bon ou un mauvais maçon. Mais il y aura un maçon qui sera adapté à des projets d'innovation, l'autre à des projets de construction. Dans le choix des artisans, quand je fais une consultation, on pourrait penser que c'est le prix. Non. Tu as la disponibilité de l'artisan, la taille de sa structure, ses capacités, est-ce qu'il est capable de réaliser ce projet-là, et le prix, tu vois. J'ai envie de dire que ça, on le retrouve dans beaucoup de secteurs où les gens veulent absolument réduire la valeur budgétaire en allant chercher le prix, alors que la vraie réponse, en tout cas, tu me diras si je me trompe, est-ce que c'est pas plutôt la recommandation, voire quelqu'un qui est beaucoup plus cher, parce que ça te garantit que de la bonne réalisation de ton projet. C'est aussi ça l'objectif, c'est que le projet soit nickel à la fin. Moi, ça m'est arrivé de faire passer sur une remise d'offre à un client, rénovation globale, lui montrer un devis de plaquiste en l'occurrence, et je lui ai, voilà, bam, lui était plus cher de 3 000 €. J'ai dit par contre, lui, il peut attaquer dans les temps, il a des références, l'autre un peu moins, je sais qu'il n'est pas dispo parce que je l'ai sur le dossier, il est déjà limite, donc, et on l'a fait passer. Et on l'a fait passer. Donc, formation, amalgame, être entouré, dernier conseil avant qu'on s'arrête. Et de la passion, parce que c'est les métiers qui prennent du temps, ça reste des métiers où on gère du problème. Notre job, c'est de trouver des solutions. Donc un chantier, qui est maître d'œuvre ou pas de maître d'œuvre, il y aura des problèmes. C'est juste que le maître d'œuvre, il est payé pour les gérer, tu vois. Donc on gère des problèmes. Eh ben, écoute, parfait. Merci beaucoup Sylvain pour tous tes tips. Merci à toi, Nico. C'était un super moment passé ensemble. Je vous retrouve pour un prochain épisode. À très bientôt. Bye bye.